Amis internautes, bonjour. Notre émission a pour titre aujourd'hui « Les femmes tondues à la libération ». Et pour parler de ce sujet qui dérange encore aujourd'hui, ce sujet qui crée parfois un malaise, nous recevons Fabrice Virgili, historien, chargé de recherche au CNRS, dans le CNRS, l'Institut d'Histoire du temps présent, et auteur d'un livre qui s'appelle « La France virile, des femmes tondues à la libération ». Alors, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, et même d'autres, savent que des femmes ont été tondues au moment de la libération, mais ce que l'on apprend dans votre livre, et c'est ça l'intérêt, c'est qu'on apprend plein de choses que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a eu d'abord de très nombreuses femmes, environ 20 000 d'après ce que vous dites, que la période où elles ont été tondues ne se limite pas à l'effervescence, si on peut dire, de la libération, mais s'étale sur une période entre 1943 et 1946, et que d'autre part, ces punitions ont été pratiquées également par des résistants et parfois même couvertes par des autorités. Alors Fabrice Virgili, vous dites vous-même que lorsque vous avez choisi ce sujet pour votre thèse de doctorat à l'École des hautes études en sciences sociales sous la direction de Pierre Laborie, ce sujet était infaisable. Alors pourquoi infaisable ? Oui, c'est ce qu'on m'avait avancé à plusieurs reprises, infaisable, parce que d'abord en lui-même ce n'était pas un sujet d'histoire. L'Attendu, le personnage de l'Attendu, est une image finalement emblématique, la période de la libération, mais garder un peu ce statut d'image et non pas de sujet d'histoire, d'objet historique. Et l'autre raison, c'est que sur ce sujet, on disait souvent qu'il n'y avait pas de source, qu'il n'était pas possible de travailler sur un sujet celui-là. Finalement, que les tontes, les chevelures rasées n'avaient pas laissé de traces. Et à force d'utiliser des sources différentes, des archives différentes, aussi bien celles de la gendarmerie, des différents tribunaux d'épuration, les photographies, de la presse, et toutes sortes d'archives, d'essayer de croiser cet ensemble-là. C'est un sujet d'histoire, il y a des sources et des archives. Si on accepte d'aller chercher un peu, disons, à la marge des archives, c'est-à-dire on n'a jamais évidemment des dossiers comme on peut en trouver parfois avec l'étiquette tondue. Ça n'existe pas, donc il faut aller un peu à la pêche à la ligne, au début en tout cas, faire des sondages comme ça, mais il y a, parce que ça vous a demandé ça vous a demandé du temps, cette recherche d'archives. Oui, cette recherche d'archives, beaucoup de temps, dans la mesure où il me paraissait indispensable de travailler à l'échelle du pays entier. Évidemment, il n'était pas possible d'aller dans tous les départements, mais de comprendre ce qui avait pu se passer à l'échelle de la France entière, tout en insistant sur plusieurs départements ou situations révélatrices. Alors justement, dans vos archives, bon, vous avez quand même des archives traditionnelles, comme les archives nationales, les archives départementales. Les archives de la gendarmerie, déjà peut-être plus difficiles d'accès. Oui, mais j'ai obtenu donc une première dérogation qui m'a permis de pour toutes travailler. Les gendarmeries Non, non, pour 15 départements sur cette période. Et c'est vrai que c'est des archives qui sont très riches, puisqu'il y a des procès-verbaux de tout ce qui fait l'épaisseur finalement du quotidien d'une commune, d'une brigade de gendarmerie. Donc on va trouver côte à côte un bris de clôture, un procès-verbal sur les effets d'un bombardement, un vol de sacs de charbon, et puis de temps en temps une enquête sur l'attitude pendant l'occupation d'un homme ou d'une femme, ou alors lors d'une tonte, on va pouvoir trouver ces procès-verbaux. Et c'est vrai que là on a à la fois des sources très précieuses, parce qu'on va avoir les témoignages aussi bien de ces femmes qui ont été tondues que ceux qui les ont tondues. Mais on va voir ça dans vraiment l'épaisseur du quotidien de la France de l'époque. Alors, vous avez aussi puisé beaucoup dans la presse clandestine. Oui. Bon, peut-être difficile à trouver, la presse clandestine ? Non, non, ça c'est répertorié à la Bibliothèque nationale. Presse de la Libération, alors là, énorme quantité, parce qu'il y a une explosion de la presse. Bien sûr, il y a une explosion, c'est-à-dire que le nombre de titres est considérable, en sachant qu'un quotidien à l'époque, c'est souvent une feuille recto-verso, puisque la pénurie de papier est réelle. Et donc autant le nombre de quotidiens est très important, autant l'épaisseur de chacun est très fine. Mais c'est vrai que là aussi, c'est finalement souvent, quand on commence à faire une recherche en histoire, on a tendance à aller voir cette presse et on y trouve des choses. Donc il était dire que les sources n'existaient pas était immédiatement invalidé par une recherche élémentaire dans les sources les plus évidentes, comme les rapports de préfet aussi, où on trouve également des mentions
de tonte à cette période. Alors, vous avez aussi cherché dans les photographies, les films. Oui. Et puis, est-ce que vous avez eu des témoignages? Alors, des témoignages, non, mais là, il s'agit réellement d'un choix. C'est-à-dire après 4 années à peu près, donc ma recherche a duré 8 ans. Pendant les 4 premières années, je me posais réellement la question. Comment retrouver finalement des femmes qui auraient été tondues et les faire témoigner. Et puis, au bout de 4 ans, je me suis dit, c'est pas possible. Il me paraissait impossible, de manière très, très personnelle, là, hein, de quel droit finalement je peux aller retrouver ces femmes qui gardent, on le verra, un statut ambigu entre victime et coupable, avec des difficultés supplémentaires. C'est quand même un sujet qui touche également à la sexualité. Donc tout ça a fait qu'à un moment, j'ai fait le choix de ne pas utiliser les archives orales, les sources orales. Pour une autre raison également, c'est que je voulais absolument centrer ce travail sur le moment de la violence, la tonte en elle-même, et non pas sur le devenir ou la mémoire des femmes qui ont été tondues. Donc pour ces 2 raisons-là, j'ai renoncé, disons, j'ai fait le choix de ne pas utiliser les témoignages. Oui, parce que là, vous aviez... Il s'agit bien, je précise, de témoignages de recueillis aujourd'hui voilà. et à travers l'entretien. Par contre, des témoignages, j'en ai une grande quantité, parce que quand des personnes, dans les dossiers par exemple des commissions d'épuration, portent plainte, on a la déposition, parfois on a des pièces qui sont des correspondances privées, donc ces gens témoignent. Les témoignages recueillis à l'époque, je les ai bien évidemment utilisés, mais pas recueillis aujourd'hui. Alors, c'est effectivement un travail d'historien très particulier que vous avez mené là. C'est un véritable travail d'enquête, de recherche. Et vous trouvez des objets, vous dites à un moment donné dans votre livre que ce sont des objets que l'historien n'a pas l'habitude d'aborder, entre le privé, le collectif, entre la psychologie, les problèmes psychologiques, etc. Enfin, c'est délicat comme approche. Disons que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, longtemps, a été un peu monopolisée par les aspects politiques, militaires, diplomatiques. Heureusement, depuis une vingtaine d'années, à peu près, un certain nombre d'historiens ont voulu poser un autre regard sur cette période, car une guerre n'est pas simplement, n'est pas seulement plutôt des combats, des accords, des alliances, des positionnements politiques. Il y a une société qui traverse des crises de cette ampleur-là, et comprendre ce que peut être le phénomène de guerre, c'est aussi aller voir comment cette société vit et traverse cette guerre. Et c'était un peu un des angles que je voulais utiliser pour ce travail. Alors, venons-en maintenant au contenu, au sujet de votre livre, qui est la tonte. Alors, la tonte d'une femme, c'est à la fois une violence physique, par rapport à des violences plus fortes, peut-être qui peuvent aller jusqu'au meurtre à cette époque. C'est une violence relative, mais une violence psychologique énorme. Alors, qu'est-ce que ça représente, la tonte? Comment ça se passait? Oui, ça, c'est 2 dimensions. Il y a de fait une atteinte à l'intégrité du corps par la tonte de la chevelure et une violence physique. C'est vrai, comme vous le signaliez, elle est moindre que d'autres violences. Néanmoins, elle participe à ce déroulement. Il y a bien un moment, un geste de violence, une action de violence qui, dans certains cas, se limite, disons, à la tonte, mais dans d'autres cas est accompagné par d'autres violences, telles que des coups, des lancers de pierres, des crachats, voire des exécutions, puisque je crois qu'il est important de comprendre que les femmes qui sont tondues ne sont pas tondues à la place d'un autre châtiment, c'est un châtiment en plus. Donc c'est une chose, mais la dimension psychologique est certaine. Ce qui ressort de la plupart des sources sur lesquelles j'ai pu travailler, c'est la terrible humiliation qui est vécue à ce moment-là, en dehors de la violence, le fait que certaines d'entre elles, par exemple, le disent assez clairement et dans certains cas le font, se suicident après une telle humiliation. Le fait que, contrairement à ce qui est souvent dit à l'époque, oui, les cheveux repoussent, certes les cheveux repoussent, mais le marquage qui tient de cette tonte de la chevelure, le marquage symbolique, en tout cas, dure beaucoup plus longtemps et s'inscrit réellement dans la communauté, qu'elle soit villageoise ou celle d'un quartier. Alors, justement, pendant qu'on règle un petit problème de son, je vais occuper l'espace. C'est un phénomène d'ailleurs qui est relié à l'épuration,
puisque ces femmes quand même étaient accusées d'avoir couché avec des Allemands, donc d'avoir eu des relations sexuelles avec des Allemands, avec l'ennemi. Et ce phénomène du marquage, ce phénomène de la tonte, est un phénomène ancien qui a été connu, vous faites référence dans votre livre, déjà au XIIIe siècle, au XIVe siècle, les adultères étaient punis de cette même atteinte à l'intégrité du corps, et même l'Allemagne nazie avait pratiqué ça sur certaines opposantes, je pense. Oui, je crois qu'un phénomène comme celui-là ne peut pas être expliqué uniquement par une raison. Les liens de causalité en histoire sont rarement aussi évidents et aussi simples qu'on peut parfois le penser. Et donc, il y a déjà une dimension qu'on pourrait appeler anthropologique. Il y a autour de la chevelure une symbolique qui remonte au style le Moyen-Âge, où c'est vrai que des femmes pouvaient être tondues pour adultère, mais on peut remonter à l'Ancien Testament, où on voit la place qu'occupe la chevelure des femmes, mais parfois aussi la chevelure des hommes, comme symbole soit de féminité, soit de virilité pour les hommes dans d'autres cas. Donc il y a autour de la chevelure une identité sexuelle extrêmement forte, et ça, aussi bien à travers différentes périodes de l'histoire que différentes sociétés humaines. Que l'on se trouve en Europe, j'ai trouvé des cas en Amérique parmi les populations amérindiennes, en Asie ou en Polynésie, et en Afrique également. Donc on a là quelque chose de très fort, mais qui ne suffit pas à comprendre et à expliquer pourquoi, à un moment donné en Europe, donc en 1943 à 1945, cette pratique a pu être aussi massive. L'autre élément que vous soulignez, c'est en Allemagne nazie, c'est vrai, les femmes sont tondues quand elles ont des relations avec des non-ariens, dans la logique qui est celle du système nazi, mais on en trouve dans pratiquement tous les pays d'Europe dans le deuxième quart du XXe siècle. Dans des contextes chaque fois de crise aiguë, guerre civile, libération, mais où chaque fois un châtiment spécifique est appliqué aux femmes, en plus d'autres violences, pour les punir en tant que femmes. Alors justement, là, cette période, vous la retracez très bien dans votre livre, parce qu'aujourd'hui, ce sont des pratiques qui nous choquent. On se demande même comment des résistants ont pu pratiquer, ont pu couvrir ces pratiques. Mais il faut se replacer dans l'époque, dans la peur, le sentiment de vengeance. Cette époque de l'après-guerre, comment passe-t-on de la guerre à l'après-guerre? Je crois que justement le passage de la guerre à l'après-guerre est loin d'être rapide. C'est-à-dire que le temps qu'une société qui a vécu 4-5 années de guerre, d'occupation, de souffrance, de combat, d'humiliation, passe à une situation d'après-guerre, de paix, s'étale dans la durée. Souvent, on entend derrière le mot libération, ou la fin de la guerre, une période charnière qui serait vraiment la séparation entre la guerre et la paix. Je crois que c'est à la fois la guerre et la paix, c'est-à-dire par certains aspects, parce qu'il y a la crainte dans certains cas du retour des Allemands ou des bombardements. La crainte également, c'est une rumeur persistante pendant plusieurs mois après la libération du parachutage d'agents allemands, parce qu'il y a encore le rationnement, parce qu'il y a dans certaines régions des destructions, parce que les prisonniers de guerre ne sont pas revenus, les déportés non plus, les requis du STO non plus. Donc il y a toute une série d'éléments qui font qu'on est encore en guerre, même si les combats n'ont plus lieu sur le territoire de la commune qui a été libérée. Mais en même temps, il y a aussi un soulagement, une joie de sortir de la guerre. On souligne le caractère festif de la libération, c'est souvent vrai. Il ne faudrait pas qu'il occulte l'autre élément important qui est cette souffrance, cette humiliation qui a été vécue. Mais il y a une aspiration à la paix, à sortir de la guerre, à en finir avec le rationnement. Et en fait, souvent des désillusions, parce que le rationnement va durer encore quelques années après la guerre. Donc on est vraiment dans un mélange des deux, et je crois qu'il faut accepter d'étudier une période comme celle-là, des comportements dans des périodes comme celle-là, avec l'expression de sentiments qui peuvent paraître contradictoires, mais qui sont néanmoins simultanés à ce moment-là. Alors pour retracer un peu cette ambiance, disons, de haine, oui. On va voir un tract que vous nous avez amené, un tract clandestin qui a été émis à Vittel le 29 août 1941. Est-ce que vous pourriez nous lire la légende de ce tract? Oui, donc c'est un tract qui date finalement du début de l'occupation, puisqu'on est un peu plus d'1 an après le début de l'occupation.
est écrit donc en dessous de ce dessin. C'est ainsi qu'un jour seront marquées au front les Françaises indignes qui fréquentent les salles Bosch. Tous les collaborateurs seront aussi flétris avec ce signe diabolique. Français à vos postes, ayez l'œil ouvert sur tous les agissements louches de ces loques de Français. Vive la France libre. Je crois que ce qui est intéressant dans ce tract, c'est qu'il montre, on a souvent l'image des tontes comme limitée au moment de la libération. Et en fait, c'est une pratique qui s'inscrit, dont l'idée et la pratique s'inscrit dès le début de l'occupation. Là, on est en août 1941. La femme qui est représentée n'est pas tondue, mais l'idée de marquer le corps apparaît bien par cette croix gammée dessinée sur le front. Et on retrouve dans le dessin, dans le visage de cette femme, toute une série d'attributs qui leur sont reprochés. On voit cette chevelure abondante, la boucle d'oreille, les lèvres dessinées au rouge à lèvres, bon, même si évidemment le document est en noir et blanc à l'époque, et puis ce col de fourrure. Donc il y a une image de la femme séductrice, de la femme qui ne souffre pas, parce que je crois que une frontière qui va vraiment séparer la population française, c'est entre ceux qui souffrent de l'occupation, de la guerre, et celles et ceux qui échappent, que ce soit dans la réalité ou dans les représentations des gens, à cette souffrance grâce à leur compromission avec l'occupant. Et là, on a vraiment l'image d'une Française qui échappe à la souffrance, elle a tous les symboles du luxe, et qu'il s'agit de marquer sur le corps. La tonte elle-même... Alors on va voir une image de tonte, justement. On va voir une image de tonte pour remettre en l'esprit ces images qui sont un peu cachées aujourd'hui, il faut le reconnaître. Alors là, qu'est-ce que nous voyons? Donc là, c'est une photographie probablement prise par les services de l'armée américaine, puisqu'elle vient des archives nationales de Washington, donc aux États-Unis. C'est le moment de la tonte, probablement à Montélimar, en tout cas c'est ce que dit la légende, mais il faut toujours faire très attention finalement avec les légendes des documents photographiques pour cette période, parce qu'on ne sait pas s'ils ont été faits simultanément à la photographie, et souvent non, quand il s'agit d'autant plus de reporters de l'armée américaine ou de l'armée britannique. Donc une femme qui est là assise, tondue, et on voit sur les personnages qui sont autour, là on est déjà assez loin du stéréotype, du cliché de la tondue. On disait souvent, oui, finalement ces femmes ont été tondues par des foules haineuses, hystériques, en colère. Là on voit une scène qui, d'un certain point de vue, est beaucoup plus... se déroule de manière très calme, presque administrative. Donc un homme lui tond la chevelure, et on voit, ça c'est quelque chose qu'on retrouve sur toutes les photographies, on le verra sur d'autres, toujours un premier cercle autour de cette femme, que ce soit au moment de la tonte ou ensuite. Souvent, ces femmes, après avoir été tondues, sont promenées dans la ville. Un cercle exclusivement masculin, et souvent avec un symbole de pouvoir. Un symbole de pouvoir, ça peut être un brassard, une arme, un casque. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans la photo suivante, oui, où on voit justement une femme qui est escortée par des militaires. On va regarder cette photo là maintenant. Là, on les distingue à peine, bien sûr, ils sont un peu de dos. Donc là, on a une autre image, elle a été tondue, donc on la voit bien au milieu de l'image. Là, on a cette foule, tant souvent décrite, ces foules de la libération, mais on retrouve ce premier cercle aussi d'hommes, et tous avec un symbole de pouvoir. Alors, certains sont militaires, d'autres peuvent être résistants, membres de la milice patriotique, c'est-à-dire la police qui se met en place à la libération. Et puis, autour, on trouve le reste de la population. Et je crois que c'est important de remarquer qu'elle n'est pas là comme spectatrice, mais elle est bien actrice, même si ce n'est pas elle qui tient la tondeuse, si ce n'est pas elle qui tient, tire, pousse la femme qui est tondue, elle est là et elle participe en criant, en insultant, en applaudissant, par toutes sortes de manifestations, parfois plus violentes, en donnant des coups, autour de ce personnage. Donc là, il y a une femme tondue, on a d'autres photographies où on peut en voir plusieurs, mais c'est vrai que ce défilé dans la ville ou dans le village, parce que même dans des petits villages, on peut avoir ce type de défilé, est vraiment un moment important de réappropriation, alors du corps des femmes à qui on reproche leur comportement et leur collaboration, mais également des lieux. Il y a vraiment une volonté de réinvestir, de libérer les lieux en étant présent. La tonte fait partie de toute une série d'actions qui ont lieu au moment de la libération. Ça va être écouter des discours, chanter la Marseillaise, pavoiser la ville, défiler devant le monument aux morts, s'incliner devant les corps de ceux qui ont été abattus
parfois quelques heures avant seulement par les Allemands qui s'en allaient, saccager les locaux des organisations collaborationnistes. Donc on a là toute une série d'actions et la TONDU participe à cette réappropriation de l'espace public. Alors vous avez fait une analyse très précise de ces images. Vous pensez que c'est important, qu'à travers les images, on peut découvrir quelque chose, que l'historien peut travailler sur les images? Je crois non seulement il peut, mais il faut travailler sur les images. Et d'autant plus sur ce sujet où autant le sujet n'avait pas été abordé de manière historique, autant l'image de la TONDU était quelque chose de très fort. On la retrouve au détour de nombreux ouvrages sur la période. Elle est utilisée largement par les écrivains, par les réalisateurs de cinéma. Là aussi, on a de multiples exemples. Donc une image très forte, mais qui, me semblait-il, en tout cas au fur et à mesure de mon travail, apparaissait comme masquer une réalité très différente. Alors là, nous avons donc, vu il y avait une volonté justement de travailler sur ces images nombreuses pour essayer de voir aussi ce qu'elles voulaient dire et ce qu'elles apportaient. Et par exemple, la disposition entre ce premier cercle masculin armé et la population derrière, c'est le genre de choses qu'on ne trouve pas sur d'autres documents. Donc c'est vraiment une source, ce n'est pas une illustration d'un événement, c'est vraiment une source à utiliser comme d'autres sources, donc à critiquer, parce que les images posent problème. J'évoquais tout à l'heure celui des légendes, mais il y en a d'autres. Le photographe n'est pas simplement un témoin neutre, surtout dans cet événement-là. Qui est toujours public d'ailleurs. Il intervient, oui. Il intervient et il va modifier le cours. La photographie de la TONDU participe au déroulement de l'événement. Alors là, vous avez parlé des images fixes, vous parlez aussi des images animées, vous citez plusieurs dizaines de films que vous avez visionnés à l'ex-vidéothèque de Paris, qu'on appelle aujourd'hui le Forum des images, et qui est situé au Forum des Halles à Paris. Il y a là même des analyses, image par image, de séquences de films, notamment l'arrivée des troupes américaines à Paris le 25 août 1944, un film de 9 minutes, qui est dans le livre, une scène de tonte dans la banlieue parisienne, un film de 13 minutes de Maurice Krebs. Tout ça c'est intéressant parce que je renvoie les internautes à lire le livre et à voir tout ça, toutes ces analyses approfondies dans le livre. Alors maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez fait toute une géographie, c'est-à-dire que ça s'est passé dans toute la France, y compris dans les petits villages. Oui, dans tous les départements français de l'époque, rien ne fait exception. Et aussi bien dans les grandes villes que dans les petits villages. C'est-à-dire que toutes les grandes villes sont concernées, et dans les petits villages, alors que les sources sont plus difficiles, les tontes des petits villages laissent moins de traces. Chaque fois que j'ai travaillé à l'échelle d'un département ou une région plus précise, on en trouve dans des tout petits villages, en effet. Alors, vous n'êtes pas contenté non plus, en tant qu'historien, de décrire, de montrer, d'exposer, mais vous avez essayé de comprendre, vous avez essayé de faire partager aux lecteurs, justement, pourquoi. Et c'est d'un premier... sur une page entière, pourquoi? Alors, vous avez parlé d'actes expiatoires, de besoins de justice, vous avez parlé d'exigences de pureté retrouvée. Oui. En deux mots, parce que là, nous arrivons à la fin de l'émission. En deux mots, je crois qu'il s'agit pour chacun qui a vécu l'occupation, ses humiliations, ses souffrances, et qui a subi, de devenir également acteur au moment de la libération, c'est-à-dire de se retrouver dans une communauté qui est locale et nationale. Et cette pratique le permet, puisqu'on la retrouve partout, mais on la retrouve donc partout à l'échelle de la nation entière. Et donc il y a vraiment l'idée d'une participation à une action au niveau de la nation. Ça, c'est une dimension de proximité. L'autre, c'est qu'il s'agit d'un châtiment contre des femmes, spécifique envers les femmes, au moment même où les femmes ont et vont voter pour la première fois. Et cette dimension-là est également très importante. Et je crois qu'il y a là le titre « La France virile » vient directement des termes qu'on peut retrouver dans la presse de l'époque. La France sera virile ou morte. C'est le retour des hommes. C'est le retour des hommes. C'est-à-dire qu'après l'humiliation et le traumatisme gigantesque constitue pour la société française la défaite de 40, on pourrait remonter également quelques années jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y a là la réaffirmation d'une virilité, d'un masculin qui remplit le rôle traditionnel auquel on l'assigne, qui est de défendre ou de libérer le pays. Et ça se fait également par cette violence envers des femmes accusées d'avoir collaboré avec l'ennemi. Alors si aujourd'hui vous ne voulez pas que ces événements soient oubliés, même s'ils sont un petit peu honteux, qu'on les a condamnés, il faut absolument donc lire le livre
La France virile de Fabrice Virgili. En 20 minutes, nous ne pouvons pas faire le tour du sujet, mais je vous remercie. Merci. Je signale que la prochaine émission aura pour titre Quelle était belle cette utopie. Nous allons inviter Jacques Rossi, qui est l'auteur justement de ce livre Quelle était belle cette utopie, chronique du Goulag, qui a vécu le Goulag pendant 18 ans et qui n'en est sorti non pas un homme amer, mais un homme libre. Alors merci Fabrice Virgili, merci Emmanuel, merci Philippe. Ciao ciao les internautes.